Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. On passe maintenant, et oui, il est 11h25, on est un petit peu en retard, on est désolé. C'est donc au tour de la chronique de la magie des contes. Et on est avec Agnieszka. Coucou Agnès. Coucou. Coucou Alina. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Oui, c'est merveilleux. J'ai dormi 1 heure de plus. C'est merveilleux. Et oui, c'est que du bonheur, on dort 1 heure de plus parce qu'on est en heure d'hiver maintenant, ça y est. Eh oui, voilà. Alors ce matin, tu vas nous ouvrir les portes autour du conte de Barbe Bleue. Waouh. Oui, Barbe Bleue. J'ai trouvé des pépites et surtout les secrets de Barbe Bleue. Oh là là, écoute, on a hâte de t'entendre. Hein. Eh bien oui. Donc je sors ma baguette magique. Alors moi je vais faire poussière d'étoiles, c'est parti. Alors bonjour mes chers amis, enchanteurs, fantômes, sorcières, lutins farceurs. Nous allons fêter dans quelques jours Halloween. Alors déjà j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez concocté un thé à la citrouille. Et oui, soyons dans l'ambiance, car aujourd'hui, je vais prendre une petite voix et ne pas faire de bruit, car je vais vous parler d'une histoire digne d'Halloween. Alors non, ce n'est pas un conte merveilleux habituel que je vais décortiquer, mais un conte merveilleux, mystérieux, inquiétant, qui fait peur à souhait. Et nous allons rencontrer l'ogre le plus terrifiant des contes de fées. Et oui, vous l'aurez compris, nous allons remonter le temps à l'époque de Barbe Bleue et rentrer dans son château comme des fantômes pour apparaître et disparaître à notre guise. Au début de l'histoire de Barbe Bleue, moi ce que j'ai vu, c'est qu'on croit un peu à l'histoire de la Belle et la Bête. Car l'héroïne épouse un monstre et petit à petit, la jeune femme voit en ce monstre de la bonté, un homme honnête. Et là, on peut se dire que l'apparence est trompeuse. Eh bien non, l'apparence n'est pas trompeuse, car l'aspect de Barbe Bleue reflète véritablement sa laideur intérieure. Barbe Bleue fait peur autant qu'il fascine. Nous sommes au XVIIe siècle lorsque ce personnage a été écrit par Charles Perrault. Qui était Barbe Bleue ? Alors après plusieurs recherches, ce que j'ai vu, Charles Perrault s'est inspiré de plusieurs personnages pour créer son Barbe Bleue. Mais moi, lorsque j'ai lu l'histoire, j'ai immédiatement pensé au roi Henri VIII d'Angleterre, qui a eu plusieurs femmes. D'ailleurs, ça a été confirmé par une autrice, Amélie Nothomb, que j'ai rencontrée il y a quelques jours. Donc, c'est pas un hasard, qui a écrit d'ailleurs un roman qui s'appelle Barbe Bleue. Donc, elle a confirmé aussi, moi, mon ressenti. Donc là, tu vas nous envoyer du lourd, là, en fait, si je comprends bien. Oui. On est d'accord. Parce que je l'ai rencontrée il y a quelques jours, et grâce à une amie qui la connaissait. Et donc, elle me l'a présentée. Et moi, je savais qu'elle avait écrit des livres sur les contes comme Barbe Bleue, Erika à la houppe, et qu'elle l'avait vraiment modernisé. Et c'était très, très, très intéressant, justement, de voir sa version. Oui. Voilà. D'accord. Qui est moderne, mais voilà, je pourrais en parler un peu plus tard si on a le temps. Mais voilà, je recommande. Donc voilà, parce que Henri VIII d'Angleterre, il voulait un héritier mâle, et si ses femmes ne lui donnaient pas de fils, eh bien, ça finissait mal pour elle. Donc voilà, il y a eu 2 décapités, 2 répudiés, une morte en couche et une qui a survécu à lui. Et c'est là que je vois une similitude avec l'histoire de Barbe Bleue, puisqu'il a eu plusieurs femmes, voilà, qui toutes étaient, plus ou moins, elles ont été éliminées, dont une qui a survécu. Barbe Bleue, en plus, ressemble physiquement au roi Henri VIII, parce que j'ai fait des recherches au niveau des gravures, des dessins de l'époque, que ce soit Barbe Bleue ou d'Henri VIII, et ils ont vraiment une similitude. Ils sont grands, ils sont carrés. Henri VIII faisait 1,85 m. À l'époque, c'était grand pour l'époque au XVIe siècle. Et il avait le caractère de Barbe Bleue. Henri VIII, c'était un roi qui, voilà, si ça lui plaisait pas, voilà,
Voilà, c'était un être impitoyable et capricieux. Donc, ils ont un point commun aussi, c'est celui de la barbe. Et ils font peur par leur présence. Mais Barbe Bleue est un homme ogre, je dirais, qui sait avoir de bonnes manières. Et c'est un séducteur, comme Henri VIII, par son magnétisme, son intelligence et surtout sa grande richesse qui attire les jeunes femmes pour l'apprécier. Au niveau des couleurs, parce qu'on pourrait se demander pourquoi ce personnage terrifiant, il a une barbe bleue. Alors, d'après ce que j'ai de mes recherches, en fait, il s'agirait plutôt d'un bleu corbeau. Donc, c'était un bleu très proche du noir. Et cette couleur était souvent associée à la cruauté. Alors, Barbe Bleue est un homme riche avec une barbe bleue, voilà, ce qui le rend laid et terrible, dans le conte de Charles Perrault. Il a déjà eu plusieurs épouses par le passé et on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Et il propose à ses voisines de l'épouser, mais aucune ne le souhaite. Et finalement, la cadette, elle est séduite par les richesses de Barbe Bleue et accepte de l'épouser. Alors évidemment, Barbe Bleue, il sait parfaitement ce qu'il veut obtenir. Il fait tout pour séduire une des deux sœurs, parce qu'elles n'en voulaient pas, elles avaient peur de lui et elles étaient plutôt dégoûtées parce qu'il avait eu plusieurs femmes dont on ne savait pas ce qu'elles étaient devenues. Et lui, il fait en sorte de les éblouir en les invitant dans une de ses maisons de campagne et il sort le grand jeu. Et après avoir touché le cœur de la cadette, elle finit par l'épouser. Alors évidemment, tout commence comme un conte de fées dans le château merveilleux. Barbe Bleue offre à sa femme tout ce qu'elle désire. La femme est heureuse dans ce faste. Voilà, tout est parfait. Elle invite ses amis. Quand lui, il n'est pas là, parce qu'il fait peur à ses amis. Alors ses amis l'envient, l'admirent. Elle pense que voilà, oh là là, tout est merveilleux dans ta vie, mais tout n'est qu'apparence. Et au bout d'un mois, Barbe Bleue s'absente. Il lui confie les clés de tout le château, mais il lui donne une petite clé qui donne accès à son cabinet privé et la met en garde. Et il lui fait promettre de ne jamais rentrer dedans, sinon il rentrerait dans une colère terrible. Alors moi, ça m'a fait penser un peu à Belle. Cela rappelle un peu Belle qui va dans l'aile ouest du château alors que la bête lui avait interdit d'y aller. Sauf que ce n'était pas la même scène, horrible, hein, lorsque la jeune épouse de Barbe Bleue va découvrir le sort des épouses, des anciennes épouses. Alors évidemment, Barbe Bleue, il savait parfaitement que son épouse ne résisterait pas à la curiosité de découvrir l'intérieur du cabinet. C'est un peu, je t'interdis de rentrer dans mon cabinet privé, mais je te donne la clé tout de même. Voilà, c'est vraiment un piège. Il sait qu'elle ne va pas tenir sa promesse. Et là, on parle un petit peu de la curiosité féminine. D'ailleurs, qui d'ailleurs, ne voudrait pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce cabinet privé? Personnellement, si ton mari te dit « Ah, tiens, je te donne la clé, mais surtout, tu n'y vas pas. Hein. » C'est comme les enfants. Je pense que nous serions plus d'une à quand même dire « Bon, attends, tu te moques de moi. » Et voilà. Pour moi, personnellement, je sais que je serais allée parce que je voudrais quand même savoir qu'est-ce qui se cache. Voilà. Et ça, c'est un peu comme les enfants. Hein. Quand on leur dit ne fais pas ça, ils le font. Hein. Ah voilà, exactement. Et plus tu vas interdire, et plus ils vont le faire. Et plus on va le faire. Et nous, les femmes, on est pareil. Alors, dans ce conte, il y a aussi un objet magique. C'est la clé. La fameuse clé qui va donner cette petite clé qui va faire basculer le choix de l'épouse. Parce que cette clé, elle incite à connaître la vérité ou pas. Et dans le conte, c'est marqué « la clé était fée ». Ce qui veut dire que les choses, c'est une chose enchantée, voilà, par des puissances supérieures, c'est une arme de fée qui ne peuvent être percées. La clé, elle est enchantée, ensorcelée. Et puis, il faut savoir aussi que les ogres aussi, ils pratiquent la magie. Ils possèdent des objets magiques. Ils peuvent changer d'apparence.
comme on le découvre d'ailleurs dans le Chaboté de Perrault, et voilà, qu'il a en possession des objets magiques. Et d'ailleurs, les clés, elles reflètent plusieurs choses. Il y a les secrets, les mystères, les énigmes, le défi. Et les clés, elles peuvent être perçues comme des énigmes ou des défis à résoudre, en particulier dans les rêves et les contes. Elles représentent la recherche de réponses ou de solutions. Et aussi, elle peut être aussi symbole de la quête de connaissance de soi, parce qu'elle ouvre la porte à la compréhension de notre propre être. Alors, moi, j'ai fait plusieurs recherches, comme je vous en ai parlé, et je suis tombée sur une adaptation de Barbe Bleue. Et alors là, on découvre le secret et les secrets de Barbe Bleue. En fait, c'est un film qui a été créé par le réalisateur Alain Ferrari. Et lui, il a tout compris, mais vraiment tout compris à Barbe Bleue et dans son ensemble. D'ailleurs, je vous donnerai les liens pour aller voir parce qu'on voit le film, ça s'appelle La Barbe Bleue. Et je peux vous dire une chose, c'est que là, c'est absolument magique ce film. Et le réalisateur, il a complètement fait des recherches exactement. Voilà, je vous donnerai ça tout à l'heure. Donc en fait, il y a 6 femmes. Il a épousé 6 femmes et la dernière épouse donc est la 7e. On retrouve encore le chiffre 7. Et le chiffre 7, comme on sait, c'est mystique, ça invite à la réflexion et s'évoque un désir d'explorer son moi intérieur et de faire preuve d'une grande sagesse. Et d'ailleurs, les personnes attirées par ce chiffre ont soif de connaissances et sont généralement fascinées par l'inconnu et l'inexpliqué. Et c'est tout à fait le caractère de la 7e épouse. Et en même temps, c'est un chiffre porte-bonheur. Et je pense que c'est pour ça que la 7e épouse, elle a survécu. Parce que le mystère du conte, en fait, il tourne autour des femmes de Barbe Bleue. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues, pourquoi il les a tuées, finalement. Et surtout, pourquoi c'est elle qui le choisit, en fait. Voilà. Il n'a eu aussi aucun enfant avec ces femmes. Ça rappelle un peu une malédiction, ça rappelle un peu Henri VIII, qui voulait un héritier mâle et qui n'arrivait pas à avoir d'héritier. Bon, il en a eu une, mais bon, il n'a pas survécu, son fils, plus tard. Alors, dans le conte de Barbe Bleue, le monde des fées est très présent. Déjà, le château de Barbe Bleue, il ressemble étrangement au château de la Belle et la Bête de Madame de Villeneuve. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai retrouvé des gravures d'époque, et vraiment, c'est du copier-coller. Je retrouve vraiment le film de Christophe Gans, La Belle et la Bête, je retrouve Cocteau, enfin voilà. Et d'après mes recherches, l'épouse s'appellerait Blanche. Voilà, Blanche. Et c'est la cadette dans ce conte. Souvent, c'est la cadette, c'est la dernière qui épouse le monstre. Alors en fait, Barbe Bleue est victime d'un mauvais sort. Il est transformé en une sorte de monstre, même s'il n'a pas d'apparence de bête, sauf sa barbe couleur bleue, qui lui fait une apparence un peu bestiale. Parce qu'en fait, dans mes recherches aussi, c'est que Barbe Bleue, en fait, il était très beau. Il était très beau, mais il avait juste ce bouc, enfin, cette barbe bleue qui effrayait les femmes. En fait, pourquoi? Parce que c'est une fée jalouse qui lui a donné cette apparence. On va le découvrir un peu plus tard. Encore une? Encore une jalouse. Et ça rappelle un petit peu le conte de Madame de Villeneuve. On est d'accord. Alors évidemment, on rentre à l'intérieur, les costumes de l'époque, les meubles, les objets sont enchantés et parlent à l'épouse. Notamment les portes, les miroirs, des voix qui murmurent, ce sont celles des femmes, des chaises qui l'invitent à s'asseoir et lui racontent le passé de Barbe Bleue. Et c'est vrai que la splendeur du château, elle rappelle celui de la Belle et la Bête. Voilà.
Il y a des bals grandioses, un clavecin qui joue tout seul, ainsi que la flûte, un violoncelle, enfin Barbe Bleue est dans un monde de magie et possède surtout une richesse colossale. Et à un moment donné, évidemment, l'époux se demande si j'ouvre la porte, je connaîtrai la vérité et toute cette magie risque de disparaître. Sinon, je resterai dans l'illusion d'une vie merveilleuse et j'accepte d'obéir à mon mari sans connaître le secret qui se cache dans ce cabinet privé. Et c'est là que je reviens dans le film que je vous dirai, je vous donnerai les liens. Voilà, en fait, on va vraiment découvrir qui étaient ces femmes. Dans le temps où il y avait en France des fées, des ogres, des esprits follets et d'autres fantômes de cette espèce, vécut un riche seigneur. On le craignit beaucoup. Après sa mort, on évitait de passer par les landes sauvages où il était enseveli. Seule sa veuve errait tout le jour du château à la tombe, de la tombe au château. Le château avait connu de multiples sortilèges, mais dès l'instant où était mort le riche seigneur, les charmes s'étaient évanouis et le désenchantement pesait sur toute chose. La veuve retournait et retournait les mêmes questions dans son esprit. Avait-elle réellement aimé son mari? Son mari l'avait-il aimé? Et là, elle revient dans son passé, lorsqu'elle rencontra pour la première fois Barbe Bleue. Blanche, c'était son nom, était une jeune fille belle et vive d'esprit. Elle voulait fuir sa maison pour trouver un mari avant sa sœur, Anne, qui était la préférée de son père. Les sœurs sont un peu rivales. D'ailleurs, laquelle des deux allait se marier en premier? Et un jour d'orage, un cavalier s'arrêta dans la maison où Blanche vivait avec sa sœur Anne. Ce cavalier était un riche seigneur à la barbe bleue. Sachant qu'elle n'avait plus de fortune, il jeta son dévolu sur sa sœur Anne, mais celle-ci n'en voulait pas. Mais Blanche, elle était fascinée par cet homme et elle s'impose un petit peu. Elle fait de longues balades à cheval avec lui et elle dit qu'elle ne craint pas les bavardages. Et elle lui pose des questions. Elle a un petit peu, d'ailleurs, je trouve, le caractère de Belle, je trouve aussi beaucoup. Elle lui dit, c'est vrai qu'on vous surnomme Barbe Bleue, la Barbe Bleue. Ici, on ne parle que de vous. Elle lui répond, et que dit-on? Oh, que vous êtes un grand seigneur, que vous êtes riche. Je le suis plus encore qu'on le dit. Oh, et alors que vous êtes poète. J'ai écrit quelques vers. Et que vous êtes aussi un poète amoureux des femmes. Je les aime à ma façon. Et d'autres murmures disent que vous êtes fou. Je le suis sans doute. Ah, mais vous êtes assez généreux pour sauver une jeune fille qui court un grand danger. Ah oui, quelle jeune fille? Quel danger? Eh bien moi, qu'attendez-vous de moi? Mais que vous m'épousiez, Barbe Bleue. Barbe Bleue la repousse à plusieurs reprises et lui dit « Fuyez-moi, Blanche, au lieu de me chercher. » Mais Blanche l'aime à la folie. Et finalement, il succombe à ses charmes et l'épouse. En fait, il l'aimait et voulait au départ épouser sa sœur pour éviter qu'elle subisse le même sort de ses précédentes épouses. Et lorsque Blanche arrive au château, ce n'est que magie à l'intérieur. Il y a des salles de miroirs. Les miroirs sont faits, où derrière chaque miroir se dissimule une porte. Lorsque Blanche passe une clé devant un miroir, une serrure apparaît. Et derrière chaque porte, Blanche va découvrir un secret de Barbe Bleue, un à un. Et nous allons découvrir, donc Blanche va découvrir l'enfance de Barbe Bleue. Enfant, il avait peur du noir.
Il appelait sa mère qui ne venait pas. Il pleura si fort que sa mère l'enferma pour ne pas l'entendre. Et d'ailleurs, il y a une porte enchantée de la chambre d'enfant de Barbe Bleue qui apparaît devant Blanche, qui parle et qui parle à Blanche de cette histoire. Il y a beaucoup les miroirs qui sont dans ce conte, en fait. Et à un moment, Blanche, elle prend un miroir à la main et elle voit dedans la mère de Barbe Bleue. La mère de Barbe Bleue a quand même un impact énorme sur son fils. Et elle lui dit, lorsqu'il est jeune homme, que l'amour n'existait pas et qu'il serait toujours seul. Et en rentrant par une autre porte miroir, elle découvre un autre secret de Barbe Bleue. Elle voit l'arbre généalogique qui montre la date de décès de Barbe Bleue. Et il avoue qu'une fée jalouse lui a jeté un sort en décidant que sa vie serait courte et interrompue à cause d'une femme. C'est pour ça qu'il éliminait ces femmes pour éviter de mourir. Et à un moment donné, Barbe Bleue, il la surprend dans un de ses cabinets et lui reproche évidemment sa curiosité d'avoir désobéi. Mais il lui pardonne une fois. Et par contre, il lui dit, je t'interdis par contre de rentrer à la 4e porte miroir de son cabinet. Alors Blanche n'obéit pas. Elle découvre la pièce secrète où les anciennes épouses sont mortes. Et là, on les voit attachés au mur, comme des trophées. C'est un chasseur, en fait. Voilà, il les attache un peu comme un trophée. Mais là, dans le conte, c'est fait beaucoup plus, on va dire, je ne sais pas si on peut dire poétique, mais voilà, c'était fait, elles sont toutes en blanc, en fait, avec un chandelier à la main. Elles chantent ensemble, elles se parlent entre elles. Chacune à leur tour, elles vont raconter comment elles ont rencontré Barbe Bleue à la jeune épouse. Alors, le premier amour de Barbe Bleue, c'était une femme beaucoup plus âgée que lui. Et au départ, elle refuse à cause de son âge. Elle dit non, je pourrais être ta mère, je ne pourrais pas. Mais elle finit par succomber au charme de Barbe Bleue. Parce que je rappelle quand même que dans cette version et dans toutes les autres versions que j'ai vues, Barbe Bleue est très beau. Il a cette chose quand même très fascinante, mais voilà. Fascinant, mais voilà. Il y a entre un peu la beauté du diable, en fait. Et plus le temps passe, donc elle l'épouse, mais voilà, le temps passe et évidemment, elle vieillit. Elle finit par ne plus supporter de vieillir. Elle se plaint à Barbe Bleue et lui, il décide de l'empoisonner. Voilà, donc c'est la première femme. La deuxième femme s'appelle Ariane. C'est une paysanne. C'est un amour très passionnel. Et voilà, donc, et au bout de quelques années, la jeune femme, qui était très belle, elle se lasse de Barbe Bleue et elle le trompe avec son valet. Voilà. Donc ça, après, évidemment, Barbe Bleue, ça ne lui a pas plu. Donc je ne sais pas comment il l'a tuée là-dedans, il n'y a pas le détail, mais enfin, c'est comme ça qu'elle dit qu'elle a disparu après. La troisième femme s'appelle Ophélie. Barbe Bleue la répudie pour trahison par rapport à son père qui voulait l'éliminer et s'emparer de ses biens. Et la jeune femme est tellement désespérée qu'elle va se noyer dans une rivière et elle pense que Barbe Bleue l'ait poussée dans l'eau. La quatrième femme s'appelle Mélisande. Il est séduit par sa beauté lorsqu'il la trouve égarée dans la forêt. Elle ne parle pas sa langue. C'est une princesse exilée qui était promise à un autre. Et Barbe Bleue finit par le découvrir et l'élimine. La cinquième femme s'appelle Agnès. Jeune femme aveugle, elle était aveugle, donc voilà, comme ça elle ne voyait pas du tout à quoi il ressemblait. C'était une beauté pure qui n'a pas peur de lui, puisqu'elle ne le voit pas. Et elle lui dit souvent, raconte-moi le monde avec tes yeux.
et lui dit, la beauté du monde est dans votre cœur. Mais il se lassa finalement de son innocence. Et il se sentait trop seul, donc il décida qu'il fallait l'éliminer. La 6e, elle s'appelle Héloïse. C'est une jeune lectrice qui lui faisait la lecture. Il était jaloux de son talent de narratrice et de ses vers, et en l'épousant, Barbe-Bleue s'approprierait son talent de poétesse. Et elle dit, il m'a demandé en mariage, mais j'ai refusé, car je faisais passer la poésie et la musique avant tout. Et elle attendait un enfant de lui, mais voulait l'élever seule, sans mariage. Et là, il ne l'a pas supporté. Et il l'a tué. Barbe-Bleue n'a eu aucun enfant avec ces femmes. Il faut bien savoir que le sang qu'il y a par terre dans ce cabinet signifiait qu'une vie avait été donnée et sacrifiée. Alors évidemment, devant tous ces aveux terrifiants, Blanche, elle fait tomber la clé dans la mare de sang et les femmes la mettent en garde car cette clé est faite. Impossible d'enlever le sang sur la clé. D'ailleurs, le sang, il fait partie des taches indélébiles. C'est un petit peu cette chose-là, voilà. Donc, Barbe-Bleue s'aperçoit que sa femme lui a désobéi et lui dit « Est-il si difficile de m'obéir ?» Et elle lui dit « C'était impossible. Tu es pourtant celle que j'aurais voulu épargner. Je rejoindrai donc les autres femmes et nous parlerons de toi en s'amusant à nous chamailler. » Et lui dit « Je t'aime, je t'aimais, je t'aime. » Oui, mais moi je veux mourir dans ma belle robe de mariée. Et Barbe-Bleue pleure. Et la femme lui dit « Je voulais te délivrer de toi-même. » Et Barbe-Bleue lui répond « On ne peut libérer personne excepté soi-même. » Et lorsque Barbe-Bleue est tuée par ses frères, qui avaient promis de veiller sur Blanche, en mourant, il dit à sa femme « Je t'aime ». Il meurt et le sort est rompu. La lumière entra librement dans le château et en un instant, tous les miroirs ensorcelés disparaissent. Blanche ne guérit jamais de cet amour. Et sa sœur, donc, va épouser un grand seigneur. Elle ne se remaria pas, comme c'est dit dans le conte de Perrault. Elle demeura dans le château en mémoire à son mari, qu'elle finit par lui ressembler. La légende dit que de jeunes hommes disparaissaient sans laisser de traces. Et des années plus tard, Blanche devient une vieille femme et meurt. On l'enterre comme elle le souhaitait auprès de son époux Barbe-Bleue. Donc ils sont ensemble et on les entend. Viens mon époux faire notre promenade. Ça me rappelle un peu Léo du Hurlevent d'ailleurs. Voilà, tu hésites, m'aurais-tu oublié après toutes ces années? Non, je me souviens de toi et de toi seule, d'aucune autre, dit Barbe-Bleue. Oh, tu sais, j'ai fait quelques bêtises, tu sais, depuis que tu m'as quittée, dit Blanche. Je sais, mais cela n'a plus d'importance. Nous avons mis du temps à nous rejoindre. Oui, mais ce qui se ressemble finit toujours par s'assembler, dit-il, et ils rient ensemble. Voilà pour cette adaptation de Barbe-Bleue. Ah, c'est passionnant, ma très chère Agnieszka, vraiment. Alors, j'ai vraiment tiqué sur c'est la phrase que tu as dite là, juste à la fin, justement qu'on ne peut pas libérer l'autre, mais se libérer soi-même. Oui, oui, parce que voilà, c'est Barbe-Bleue qui dit « On ne peut libérer personne excepté soi-même. » Donc la quête de Blanche était de libérer Barbe-Bleue. Oui. Et elle n'a pas pu, malgré tout. Voilà. Mais ils se sont retrouvés. Et bon, bah voilà, ils sont dans l'au-delà. Mais ils ont fait des bêtises sur Terre. Mais après, ils se retrouvent quand même.
dans l'au-delà, mais disons d'une manière belle. Oui. Ils se retrouvent quand même, enfin, il n'y a plus ce côté de monstre et tout, parce qu'il a enlevé ce mauvais sort. D'accord. Alors le ressenti après l'analyse, enfin tout ce que tu nous expliques, ton ressenti par rapport à ce conte Ah bah de fond. moi je dis c'est quand même sauver le mal. C'est aussi euh, c'est comme tu disais. Bah, en fait, moi ce que je vois c'est que comme tu disais, on ne peut libérer personne excepté soi-même. C'est nous-mêmes. C'est nous qui sommes notre propre maître aussi de nos émotions, de ce que l'on est. Et là-dedans, c'est vrai que moi, dans ce ressenti, c'est quand même Blanche qui est quand même l'héroïne. Ça me rappelle tellement La Belle et la Bête un peu, parce que Belle, elle veut sauver aussi la bête Oui. à Mais, la fin. mais c'est sûr que là, dans tout ce que tu m'expliques, moi je connais très très peu Barbe Bleue. Hein. Et moi je ressens vraiment une similitude avec La Belle et la Bête, quoi. C'est fou. Ah mais complètement. Perrault C'est- a dû s'inspirer, je pense, de l'origine de ce conte. Alors moi, j'ai fait mes recherches et apparemment, peut-être que ce sera Madame de Villeneuve qui s'est inspirée de Barbe Bleue. Pourquoi? Parce que Barbe Bleue, il a été écrit en 1697, alors que Madame de Villeneuve, ça a été écrit en 1740. Et Ah, oui, et je pense personnellement que finalement, c'est peut-être Madame de Villeneuve qui s'est inspirée de Barbe Bleue. d'accord. Donc pour connaître l'origine de La Belle et la Bête, il faudrait creuser autour de Barbe Bleue, quoi. Exactement. Et Barbe Bleue, l'origine, avant, est-ce que tu as pu trouver quelque chose? Alors moi, avant, j'ai regardé un petit peu parce que moi, enfin, il y a eu des contes folklore, mais de sorciers qui enlevaient des femmes et autres, mais je trouve que ça ne ressemblait pas. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est cette, euh, ce lien avec Henri VIII. Et comme j'ai dit que j'ai rencontré Amélie Nothomb, qui m'a confirmé un peu la chose de ce que j'avais déjà perçu. Donc, elle a confirmé. Euh, et non, je pense que Perrault, bon, il a dû entendre. Il y avait Gilles de Rais, il y avait le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui était un vrai boucher, qui tuait tout ce qu'il avait sur son passage, que ce soit femmes, enfants. Mais là, c'était les femmes et les enfants. Là, on parle vraiment des épouses. C'est là que c'était vraiment quelque chose par rapport aux épouses euh, qu'un mari tuait. Et avec le fait de vouloir absolument un héritier. Il faut savoir qu'à l'époque, avoir un héritier mâle, mais c'était obligatoire. Le roi, il devait avoir, ou un seigneur devait avoir un fils. Donc il y avait aussi l'autoritarisme aussi, ce côté autoritaire avec la femme aussi qui était mise de côté. Et je retrouve aussi une similitude avec La Belle et la Bête, notamment. Belle, elle a 6 frères et 6 sœurs. Donc là, Barbe Bleue a 6 femmes, plus elle, ça fait 7. Oui, Il y a le miroir qui revient. Comme tu dis, oui, le lieu de vie ressemble énormément au château donc de la Bête. oui, Les clés, par contre, les clés, c'est très intéressant, les clés. oui, il y en a eu plusieurs, parce qu'il lui donne en fait toutes les clés en fait du château. Sauf, alors, il lui donne même celle, mais il lui donne la clé interdite. Voilà, Hmm. cette petite clé, je te donne tout, mais je te donne aussi celle-ci, mais alors celle-ci, tu n'y touches pas, hein. Tu ne vas pas, tu vas pas regarder dans ce cabinet, tu vas pas. Donc c'est un peu, voilà, c'est vraiment, je te piège complètement, parce qu'il sait très bien qu'une femme, elle va dire, mais attends, tu te moques de moi. Moi, on me fait ça, je dirais, mais tu te moques de moi. Euh, voilà. Et en plus, il Et le dit. C'est pas comme s'il donnait toutes les clés sans rien dire. Il lui voilà. explique que cette clé, faut surtout pas. Ouais, c'est Oui, je dingue. trouve que c'est pervers, quoi, c'est quelque part. Mais en même temps, c'est comme s'il attendait aussi qu'elle le fasse pour pouvoir lui-même être libéré. Mais si le message de fin, c'est tu ne peux pas me libérer, il y a que toi-même que tu peux libérer, il n'y a pas de sens en fait. Oui. Bah, disons que là, il y a plusieurs adaptations de Barbe Bleue. Là, tu vois, j'ai aussi retrouvé une adaptation de Anatole France, qui lui a fait, ça s'appelle Les Sept femmes de Barbe Bleue. Et il réadapte complètement l'œuvre de Perrault aussi.
Et lui, tu vois, dans ses recherches aussi, c'est intéressant de voir justement toutes les versions. Et en fait, c'est l'histoire d'un noble, Bertrand de Montragoux, qui était un très bel homme, grand, large d'épaule et tout. Et pourtant, il plaisait pas aux femmes, malgré qu'il était beau et qu'il avait de la richesse. Alors je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi les femmes ne regardent pas? Et finalement, ben, c'est sa timidité maladive qui en était la cause. Sa timidité et non pas sa barbe qui ne plaisait pas aux femmes. Et en fait, dans la version d'Anatole France, c'est les femmes qui lui couraient après et qui étaient en fait, qui le trompaient, enfin, qui étaient pas du tout correctes. Voilà. De par sa timidité, en fait, il avait une complexité qui s'opérait. Voilà. Là, on tombe parce que Charles Perrault, c'est vraiment, voilà, c'est un conte qui se lit rapidement parce qu'il est assez court, le conte de Perrault de Barbe Bleue. Parce qu'on voit derrière cet homme qu'il a même plus d'esprit. C'est un peu comme Madame de Villeneuve, je n'ai point d'esprit. Je sais bien, je ne suis qu'une bête. On reprend ce côté-là. Et donc, Amélie Nothomb, dans sa version qu'elle a écrite en 2012, eh ben, voilà, c'est autre chose. Elle, c'est une héroïne qui s'appelle Saturnine, une jeune femme ayant décroché un travail à l'école du Louvre qui répond à une annonce de colocation dans un magnifique hôtel particulier d'un riche aristocrate qui est à la recherche d'une colocataire féminine uniquement. Et elle est choisie parmi plusieurs candidates et elle s'installe dans sa demeure. Alors, la réputation de ce dernier est sinistre puisque toutes ses précédentes colocataires auraient disparu dans d'étranges circonstances. Voilà. Mais elle, ça ne l'effraie pas du tout. Elle pense qu'il ne s'agit que de rumeurs sans fondement. Et au fur et à mesure de l'histoire, elle apprendra tout de même qu'il y a du vrai dans cette rumeur et qu'en outre, elle risque elle-même d'être la prochaine victime. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi un truc assez dingue parce que on perçoit bien le problème relié à la mère de Barbe Bleue. Oui, parce que de toute façon, on voit en général, l'éducation est très importante. L'éducation, surtout quand on est enfant, ou même après, ça laisse des séquelles adultes. Il y a des mères qui sont des fois très toxiques avec leur enfant. Et là, on le voit dans mes recherches et tout, ce côté dur et cruel. Il y a quand même la mère qui lui dit aussi que l'amour n'existe pas. C'est affreux. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Tu te rends compte, un petit chouchou, tu lui dis ça, tu en fais un monstre. Tu vas faire un monstre plus tard. Donc là, il y a aussi dans ce conte-là aussi la malédiction de la fée. Mais encore les fées. Hein. Il y a des bonnes et des mauvaises fées. Hein. Vraiment. Hein. Quand elles sont jalouses et qu'elles sont pas contentes, oulala. Hein. Là, mais c'est encore même c'est aussi cruel. C'est même encore plus cruel que La Belle et la Bête, parce que dans La Belle et la Bête ne tue pas d'autres femmes. Oui. Alors, il y a Toki qui rebondit. C'est très intéressant. Il dit qu'il y a aussi le concept moderne qui aurait pu être utilisé pour le père célibataire. Fait que de toute façon, que ce soit la mère ou le père, à partir du moment où l'un des deux est toxique, c'est compliqué, quoi. Oui. Alors, je crois que dans Barbe Bleue, oui, le père est absent aussi, beaucoup absent. En fait, et l'éducation de Barbe Bleue est uniquement de la mère parce que le père, il allait beaucoup faire la guerre, en fait. Donc, il était très peu, en fait, au château. Donc, on voit bien une reliance, là, dans le schéma familial. Quand tu as une mère toxique avec un père absent, ça donne un enfant complètement déboussolé et après coup, à l'âge adulte, mais totalement dingo, quoi. Il peut devenir dingo. Bah oui, il peut devenir, voilà, ce qu'il est. Bon, après, s'il a une fragilité au départ, déjà, parce qu'en fait, ce que je comprends, c'était un enfant hypersensible. Parce qu'il a énormément pleuré pour appeler sa mère. Et la mère ne venait pas. C'est-à-dire, et après, comme il dit, il a crié tellement fort
parce qu'il voulait tellement. Tu sais, c'est comme un cri de monstre. Tu sais, tu vas devenir un monstre après à la fin. Oui. Tu vas devenir fou. Et voilà. Donc, et elle, en plus, qui entend le cri de son enfant et qui enferme, qui ferme la porte pour pas l'entendre. Donc, Mais c'est quand même assez. Le monstre, c'est elle, en fait. Hein. Le monstre, c'est elle. Voilà, exactement. On retrouve que, en fait, c'est la mère de Barbe Bleue qui est aussi responsable de l'éducation de son fils. Et Tu sais, tu nourris quelqu'un avec des choses ignobles, voilà. Et est-ce que dans ce conte, on peut percevoir que la mauvaise fée a elle aussi malmené la maman ou alors rien à voir? Alors, il n'y a pas vraiment de détails, en fait. C'est ça qui est un petit peu embêtant parce que j'ai essayé de trouver. En fait, elle était jalouse. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi jalouse? Je pense qu'elle était jalouse aussi par rapport à la mère. Il y avait peut-être une rivalité entre la mère et la fée, Mhm. d'après ce que je vois. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, vis-à-vis de la mère, transformer son fils en monstre. Ça me rappelle un peu Ah oui, Madame de Villeneuve, c'est clair. avec la fée qui voulait épouser le jeune prince. Et la mère qui avait dit à la fée, n'y pensez pas, vous êtes laide, mon fils jamais n'ira avec une femme comme vous. Donc voilà, c'est ça qu'on retient. Avec Barbe Bleue, voilà. Au début, moi, je me disais, tiens, je connais, comme toi, je ne connaissais pas trop, mais avec le recul, quand j'ai vu ça, je dis, mais on est complètement dans le conte de Madame de Villeneuve aussi. C'est dingue les inspirations des auteurs aussi. Hein. Tu vois, c'est qui conservent des inspirations inconscientes, hein, peut-être, hein, très certainement, avec Oui, des histoires qu'ils ont dû lire à une époque et qui se retranscrivent dans leur propre histoire quand ils la recréent. C'est assez fou. oui, ah, complètement. Eh ben, ma très chère Agnieszka, waouh. Voilà, donc les femmes aussi qui avaient des prénoms. Et voilà, donc chaque prénom a une signification. Mais tu vois, par exemple, la jeune lectrice, la dernière, qui lui faisait la lecture, et lui, il était quand même jaloux Eh oui. de son talent de narratrice, tu vois. Et en fait, en l'épousant, il voulait s'approprier son talent. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu des personnes, tu vois, qui vont coller des personnes avec du talent et ils veulent s'approprier la personne pour être l'autre. Et ça retranscrit un petit peu le comportement des pervers narcissiques Complètement. quand ils choisissent une victime. Mm. Ah, c'est assez. Et en plus pour l'époque, quoi, parce qu'à l'époque, le côté psychologie n'était pas autant développé. Hein. Donc, Oui. c'est dingue de retrouver des schémas comme ça dans les contes, quoi. Oui. Waouh. Ah oui. Là, on est. Et comme je disais, aussi le sang, aussi. Oui. Parce que normalement, dans le conte de Perrault, quand elle arrive dans le cabinet privé, elle va pas voir tout de suite. Elle va pas voir les femmes accrochées au mur. Elle va voir les femmes accrochées au mur quand elle regarde dans la flaque de sang caillé qui est par terre. C'est là qu'elle va le voir se mirer dans la flaque de sang, le corps des femmes qui se reflète dedans. Ah ouais, le symbolisme de ouf là autour du jeu du miroir, quoi. Voilà, il y a encore ce côté-là. Donc dans Perrault, c'est ça. Mais même là, je trouve que pour l'époque, c'est hyper hallucinant d'avoir cette vision-là en écriture. Oui. Ah bah pour moi, c'est des auteurs incroyables parce que tout venait de leur imaginaire. Ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas tout ça, tu vois. C'est clair. Donc pour inventer toutes ces histoires, on peut se poser des questions. Et oui. Reflet de leur intérieur aussi, hein, quelque part. Hein. Oui. Et oui, on a tous une magie quelque part en nous. Habité par un truc, quoi, en tout cas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah oui, tu vois des auteurs qui racontent des histoires fantastiques, tu te dis, mais où est-ce qu'ils ont été pêcher ça? Où est-ce qu'ils ont vu ça? Alors que voilà, l'écriture, ça pouvait être en XVIIe siècle, XVIe siècle, XVe siècle. Voilà.
Et donc là, pour conclure, ton ressenti autour de ce conte? Eh bien, écoute, j'ai été agréablement surprise. Oui. Et finalement, eh bien, pour finir, eh bien, je dirais que c'est un conte à découvrir aussi en soi. Et ça m'a quand même bouleversée quand même. Oui, je te sens, oui, effectivement, ouais. J'ai du mal à mettre des mots parce que c'est vrai que c'était assez bouleversant parce que, tu sais, c'est un peu, tu veux sauver quelqu'un Mm. et que cette personne ne veut pas être sauvée. C'est Très triste. dur. C'est très dur. Et, et c'est vrai, bah, malheureusement, on est obligé de laisser l'autre choisir son propre, son libre arbitre, en fait. Et c'est encore plus complexe quand toi-même tu as le syndrome du sauveur. Oui. Mm. Ah bah moi, en plus, moi, j'ai le syndrome du sauveur. Enfin, pas, mais oui, quand même. Moi, j'aime bien sauver. J'aime bien aider. Donc là, c'est sûr que j'aurais peut-être fait pareil que Blanche, probablement. C'est peut-être pour ça que c'est-à-dire que ça me bouleverse un peu. Donc en fait, tu apportes toute ton énergie, tout ton temps, tout ce qui peut le sauver et bim, en fait, non. Tu Voilà. auras beau essayer, c'est pas possible. Voilà, mais enfin bon, quand même dans la fin de l'histoire, même si elle erre, bon, en fait, elle prend sa personnalité elle recommence une fois que son mari est décédé, et ben elle fait la même chose mais avec des hommes. Donc c'est pour ça après elle attend, elle devient plus âgée et puis à un moment bon elle meurt et elle avait demandé d'être à côté de son mari, Barbe Bleue. Donc quelque part elle récupère ses tares en fait. Voilà. Ah ouais, mais donc après, une fois qu'elle est morte, par contre, une fois qu'elle est décédée, voilà, elle revient quand même normale, elle revient ce qu'elle était avant, pure et innocente. Parce que lui n'a pas accepté d'être sauvé. Oui. Ah, c'est intéressant aussi cette dimension, je trouve. Mm. Parce que ça permet de percevoir aussi la clé psychologique de l'autre qui essaye de sauver. Et comme il refuse, tu vas, toi, te mettre à sa place et faire vivre à d'autres. Enfin, c'est assez dingue, en fait, quand tu y penses. Oui. Quelque part. Hein. Ou alors, tu fais ça pour essayer de comprendre pourquoi lui, celui que tu as choisi, ne veut pas être sauvé. Donc, tu te mets à sa place. Ouais, c'est assez... Ah oui, là... c'est assez particulier. Ouais. Ça m'a habité, hein, Lina. Ouais, mais tu vois là, que Barbe Bleue, ça m'a vraiment habité. Là, pendant quelques semaines, je dis oh là là. À chaque fois que je regardais et que je lisais, parce que j'ai lu plusieurs versions. Et c'est pour ça que là, je vous ai fait la synthèse de tout ça, dans ce que je vous ai lu. Mais ça bouleverse, hein, moi, personnellement. Parce que quand même, ça parle aussi du mariage aussi. Le duel aussi, entre deux personnes opposées. Et finalement, le mari, il réussit quand même à la faire devenir comme lui, à la fin, quelque part. C'est comme s'il engendrait en elle un mal. Bah, c'est le côté un peu obscur de la force. C'est clair. Et voilà. À toi d'être fort, et de ne pas aller plus loin, quoi. C'est ça qui est... Et là, on nous montre qu'elle le fait, quoi. Bah, tu sais, en fait, la chose qui se passe, c'est qu'elle l'aimait vraiment. Et quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu t'oublies complètement. Ça peut aller jusqu'à la dérision, ça peut aller jusqu'à l'oubli de soi. L'oubli de soi complètement. Et puis la possession de l'autre. Donc, c'est assez fou quand même. Hein. Punaise. En tout cas, c'est un conte super bien choisi pour le moment, pour la période, puisqu'on est entre ombre et lumière. Hein, et le mettre en avant, justement, mettre en lumière toutes les ombres que l'on peut percevoir en nous, ça peut aussi être des clés émotionnelles pour avancer. Oui. Donc bravo Agnieszka, vraiment, pour ce magnifique retour de conte. Ah bah écoute, merci beaucoup. Puis comme je t'ai dit, rien n'est un hasard. J'ai rencontré Amélie Nothomb il y a une dizaine de jours, donc et qui a écrit Barbe Bleue. Donc moi j'ai trouvé ça quand même assez. Je dis rien n'est un hasard finalement.
Et en plus, c'est un conte qui t'a perturbé aussi pas mal, hein, donc Oui, ah oui, 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 c'est un conte, oui, parce que en fait, moi, je me mets facilement à la place du personnage. Je me mets à la place, et puis si la personne a un peu un trait de caractère qui me ressemble, ah, ça va te toucher. Si le personnage, voilà, te ressemble un petit peu, ou voilà, tu peux te mettre dedans, oh là là, ça te touche oui, automatiquement. c'est C'est pour sûr. ça qu'on peut pleurer dans un livre. On peut Oui. pleurer. On peut être mal parce que voilà, on sait, oh bah moi j'aurais fait certainement la même chose. Bah, tu sais, Voilà. je te comprends, hein, parce que je suis comme toi dans le sens où moi j'aime énormément aussi mettre en lumière toutes ces perspectives autour du conte, ce qui permet justement d'apprendre à comprendre pourquoi ça nous émeut à ce point. Tu vois, Oui, c'est des clés essentielles pour évoluer à l'intérieur de nous, quoi. bah Donc, oui, pourquoi parce ça qu'en te fait, je touche? pense qu'on est aussi, quand on a ce caractère aussi comme Blanche, voilà, de donner la lumière aussi à d'autres. Mm. Et on veut donner la lumière à d'autres. Et malheureusement, il y a des personnes qui vont prendre ta lumière, très bien, qui vont peut-être devenir après des lumières, mais il y en a d'autres qui vont te refuser, qui vont refuser cette lumière et rester ce qu'ils sont, sombres. Et toi, tu vas être là comme ça, en train de lancer tout le temps ta lumière, mais c'est toi-même, tes lumières, à force, vont se retourner contre toi aussi à un moment donné, parce que tu as trop donné cette lumière. Et donc, t'es épuisé, t'es C'est ça. fatigué. Ah bah oui, Mm. c'est pour ça que je veux dire, quand quelqu'un ne veut pas, il ne veut pas changer. C'est comme on parlait avec le pervers narcissique, par exemple, ou quand je disais que Barbe Bleue disait on ne peut délivrer personne excepté soi-même. Je trouve que cette phrase est très forte. Moi, quand je l'ai lue la première fois, tu vois, quand elle dit je voulais te délivrer de toi-même, elle lui dit ça, je voulais te délivrer de toi-même. Et lui dit on ne peut libérer personne excepté soi-même. Voilà, ça veut tout dire. Et tu sais, l'image aussi symbolique que je perçois en t'écoutant depuis tout à l'heure, Oui, c'est un petit peu comme ces insectes de nuit, quand ils ont la lumière dehors. Quoi qu'il arrive, ils sont attirés par cette lumière. Ils savent peut-être inconsciemment qu'ils vont mourir parce ils vont toucher cette lumière, donc ils vont brûler, mais ils sont quand même attirés, donc ils sont obligés d'y aller. Et c'est un petit oui, peu la perception en fait des personnes qui ont ce syndrome, hein, du sauveur, c'est-à-dire qu'on est attiré, ces gens-là sont attirés par le fait de vouloir délivrer, d'aider les gens, et malgré le fait que inconsciemment ils savent déjà que c'est peine perdue, mais ils continuent jusqu'à en mourir, hein, tu vois. oui, parce qu'on veut croire, je pense, que chaque individu est bon au Oui, fond de soi, que on a un cœur, on ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse ne pas avoir une conscience. On veut sauver, bah oui, c'est ça, quoi. mm, Et malheureusement, bah, à un moment donné, bah, il faut s'arrêter. C'est la conclusion. on peut plus. Oh mon Dieu. Allez, Oui, encore une dernière pour la fin. Allez, encore. Ouais, c'est ça, hein. Mm. bah oui, Alors, le mois prochain, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu nous as proposé? Moi, je sais, mais est-ce que tu veux en parler? Oh, mais bien sûr. Alors, évidemment, là, parce que là, nous sommes à Halloween. C'est pour ça que j'ai pensé à Barbe Bleue. Je trouvais que c'était bien pour cet événement. Mais alors, le mois prochain, eh ben, nous allons tous nous envoler au pays imaginaire. Peter Pan. Waouh. Et ça promet là aussi, hein. Alors, en plus, tu as fait une magnifique vidéo sur Peter Pan. Oui, 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 Peter Pan, oui, oui. C'était avec. Donc, on va retrouver Wendy, Clochette, Lily la tigresse, le diabolique Capitaine Crochet À chaque et les fois, hein. sirènes. Ça va au niveau du rythme, c'est pas trop intense parce que c'est vrai que t'es connecté à un conte. Quand tu en ressors au niveau de ta chronique, on te sent à chaque fois connecté au conte à fond. C'est pas trop compliqué après coup de lâcher prise et de passer à autre chose. Moi, tu sais, je suis 24 heures sur Oui, c'est 24 vrai, dans c'est les vrai. cours. Mais oui, non, si j'arrive quand même Ouais, à aller faire mes courses sans c'est prendre bon. ma cape du petit chaperon rouge, ça va. Là, si on devait faire une synthèse, parce que depuis l'an dernier, hein, Agnieszka est parmi nous pour nous proposer des rubriques autour des contes, hein. Là, de tous ceux que tu as proposés, lequel t'a le plus touché, vraiment? Toucher vraiment. Alors attends,
Il y a eu... Je te dirais que Barbe Bleue, avec La Belle et la Bête, c'est vrai que je les mets un petit peu tous les deux, mais je pense que celui qui m'a bouleversée, c'est quand même Barbe Bleue, quand même. Mais après, voilà, comme c'est similaire à La Belle et la Bête, il y a des choses, c'est vraiment des choses qui m'ont bouleversée. Mais Barbe Bleue, je crois, m'a vraiment bouleversée parce que c'est plus dans le côté où tu veux sauver quelqu'un, malgré tout. Tu veux pas voir que l'autre est un monstre, en fait. Et puis même la technique de manipulation de Barbe Bleue est juste extraordinaire, quoi. Tu lui offres tout sur un plateau. C'est exactement le fonctionnement d'un pervers narcissique. Hein. Ah oui, complètement. Il va totalement t'offrir l'amour, la richesse au grand sens noble des choses, mais tout. Et puis il va t'envelopper et tu ne pourras plus t'en échapper. Tu vois? C'est ça qui est... Ah oui, c'est vraiment dingue, je trouve. C'est très dingue parce que tu vois, par exemple, à Charles Perrault, tu vois, pour faire connaissance, tu vois, il invite la mère, les filles, tu vois, dans une de ses maisons de campagne, tu vois, où il demeure 8 jours entiers. Et voilà, ce n'était que promenade, que partie de chasse, de pêche, de danse, de festin. Enfin, il voulait l'éblouir, quoi. Il en met plein la vue. Voilà. Et c'est souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué, on parle souvent de la cadette. C'est souvent la cadette, comme dans Belle, c'est la cadette qui va épouser la bête, enfin qui va aller voir la bête dans son château. Bah là, Barbe Bleue, c'est pareil, c'est la cadette qui va épouser Barbe Bleue. C'est pour ça que je dis, il y a vraiment des... À chaque fois, je lisais Barbe Bleue, mais automatiquement, je voyais le conte de Madame de Villeneuve. Oui. Donc c'est celui-ci qui t'aura le plus touché. Oui. Et alors que je pensais pas du tout. Je me disais oh là là, tu sais pas, mais tout ça m'intéresse pas ça. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? J'ai fait ma recherche et tout. Je me dis oh là là, mais c'est horrible, c'est vrai. Puis finalement, voilà, avec mes recherches, je me dis oh, extraordinaire. Donc je vais vous donner aussi le lien. Oui. Je te donnerai, Alina, un film justement de la synthèse de tout ce que je vous ai lu aujourd'hui. Un film qui a été réalisé par Alain Ferrari avec l'acteur Sami Frey. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Sami Frey, qui avait joué dans Angélique, Marquise des Anges, qui faisait l'ambassadeur du Shah de Perse. Il est magnifique et un très bel homme. Et je ne sais plus la jeune femme, comment elle s'appelait, c'est une actrice de théâtre. Mais franchement, cette version, elle est excellente. On peut la trouver sur YouTube. Alors, l'image n'est pas tellement bonne, mais le son est très bon. On voit quand même. Et vraiment, ça dure 1h18, quelque chose comme ça. Mais vraiment, c'est un bonheur. D'ailleurs, même des gens disent en dessous, mais c'est du Cocteau, c'est du Jacques Demy. C'est vraiment, il y a un mélange de tout. Et je trouve qu'on n'a pas fait assez d'éloges sur cette version de Barbe Bleue. D'accord. Dans tous les cas, mes très chers enchanteurs, quand il y aura la vidéo replay, vous aurez le lien en description de la vidéo replay sur notre chaîne YouTube Antasia TV. Voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu. Oh oui, c'est trop bien. Comme d'habitude, hein, franchement, à chaque fois tu décortiques. Ah ouais, non, je suis. Même moi, je n'ai pas de mots en fait. Ah, tu n'as plus de mots? Ah non, parce que je connaissais très 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 peu l'histoire en fait, à part le côté très sombre comme beaucoup, mais je m'étais jamais vraiment intéressée à ce conte. Et là, tu m'as vraiment ouvert des portes, hein, vraiment. Donc, merci. Bah écoute, moi-même, je ne savais pas que j'allais trouver tout ça. Oui. Même moi, tu vois. Donc, et je te dis, c'est aussi ma rencontre avec Amélie Nothomb qui a fait que, voilà, elle m'a mis sur les pistes, sur la piste, et plusieurs pistes. D'ailleurs, au passage des enchanteurs, j'ai mis la jaquette du livre d'Amélie, Barbe Bleue. Si jamais vous voulez voir un petit peu sur le chat, vous pouvez voir à quoi ressemble le livre. Et il y a beaucoup d'or sur la jaquette. Donc déjà, la couleur de l'or, c'est très représentatif. Il y a un côté ombre et lumière qui est perceptible sur cette jaquette. C'est d'ailleurs un truc de fou, je trouve. Oui, alors en fait, il y a plusieurs versions. Il y a aussi la version livre de poche et aussi grand livre aussi. Donc, moi, je l'ai eu en livre de poche. Et là, on la voit, d'ailleurs, elle a la moitié de son visage où elle a une grosse rose rouge. Ah, t'as cette version-là. Qui fait la moitié de son visage. Ah oui, t'as cette version-là, d'accord. Ok. Voilà.
Et moi, j'ai pris la version animée, en fait, aux éditions Albin Michel. D'accord. Ah, d'accord. Rien à voir. Rien à voir, oui, parce qu'en livre de poche, on voit vraiment Amélie avec cette grosse rose rouge où on voit juste un œil. Et puis, en plus, la similitude avec la rose de La Belle et la Bête, là. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça que je te dis, cette rencontre n'était pas un hasard. Ouais. Franchement, Alina, quand une de mes amies, Sylvie, m'a dit, écoute, je vais te la présenter, alors là, et que j'ai vu qu'elle avait fait Barbe Bleue et Ricky à la houppe. Elle a fait aussi une version de Ricky à la houppe, aussi de Charles Perrault. Donc voilà, c'est pas un hasard. Mm. Il y a un truc à creuser de ton côté, en tout cas, à ce niveau-là, quoi. Oui, aussi. Eh bien. Enfin, c'est un régal, toutes ces versions, et même celle d'Anatole France aussi, qui est une très belle version. Donc, je te donnerai les liens, Alina, comme ça, tu pourras les mettre sous la vidéo Replay. replay. Voilà, Ok. exactement. Bah, écoute, J'espère que vous avez préparé vos petites citrouilles. Hein. oui, ah bah oui, on est tous prêts. Hein. Je veux dire, on est au taquet. Hein. Bon, d'accord. Bah, merveilleux, là. On te fait plein de gros bisous et encore merci pour tout, ma très chère Agnieszka. Vraiment, c'était Eh merveilleux. ben, moi aussi, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt dans le pays imaginaire. Et oui, avec Peter Pan. Ouais, avec Peter Pan. Gros bisous à tous et bon Halloween. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.